d'intimité et de surprise. Tous sont incrustés dans mon âme, et bien qu'étant pleinement conscient de ne pas leur avoir fait complètement justice dans mon œuvre, ils n'ont jamais cessé de me guider. La sérénité est le seul vrai antidote de l'angoisse et de la peur. Aujourd'hui, plus que jamais, l'architecte se doit d'en faire un hôte permanent de la maison, qu'elle soit humble ou somptueuse. Donc, vous voyez que là, on a un autre rapport à l'architecture, qui est plus lié à des sentiments de confort, des sentiments de perception de sérénité et d'intimité, de surprise. Et vous voyez que tous parlent d'architecture et tous en parlent de façon très différente. Alors, il y a bien sûr dans ces définitions quelques indications et nous allons les passer en revue, notamment d'ordre sociétal ou lié à l'époque. Alors, je cite Jean Nouvel, architecte français contemporain, né en 1945, prix Pritzler. L'architecture est souvent considérée, selon la définition d'Auguste Perret, comme l'art d'organiser l'espace. Sans nier cette évidence, je préfère voir l'architecture avant tout comme la pétrification d'un moment de culture, comme le témoignage pérennisé des désirs, des centres d'intérêt de générations successives et tôt disparus. Donc vous voyez, pour lui, l'architecture est extrêmement liée à une époque, à une génération. Et dans ce sens, on peut aussi reprendre une autre citation de Ludwig Mies van der Rohe, donc architecte allemand naturalisé américain, 1886-1969, qui nous dit « L'architecture comme expression du lent déploiement d'une époque est un processus lent. » Vous voyez que, en ce sens, les définitions de Jean Nouvel et de van der Rohe se rejoignent. Alors, si les deux assertions ont en commun d'opposer la nécessité d'une relation entre l'architecture et son temps, elles diffèrent toutefois quant à la conception du temps qui leur est sous-jacente. Là où Nouvel voit le témoignage de l'architecture comme un instantané, pétrification d'un moment de culture, Mies van der Rohe l'inscrit quant à lui dans une temporalité plus longue, expression du lent déploiement d'une époque. Alors, les définitions sur l'architecture peuvent aussi nous donner des indications d'ordre du lieu et du rapport à la nature. Álvaro Siza, architecte portugais contemporain, né en 1933, lui aussi prix Pritzler. Ce qui est l'œuvre de l'homme n'est pas naturel. Je pense de plus en plus qu'il doit y avoir une certaine distance entre le naturel et ce qui est fait par l'homme. Mais le dialogue entre les deux est tout aussi nécessaire. L'architecture est issue de formes naturelles, mais elle transforme à son tour la nature. Alors, ces définitions peuvent également nous donner une autre indication qui est de l'ordre de l'intentionnalité. Ce qui sépare l'architecte le plus incompétent de l'abeille la plus parfaite, c'est que l'architecte a d'abord édifié une cellule dans sa tête avant de la construire dans la cire. Voilà, et ça c'est Karl Marx qui nous dit dans le Capital. Elles peuvent nous donner, ces définitions, des indications de l'ordre de l'utilité et du besoin par opposition à l'art. Et la proposition d'Adolphe Loos n'a à cet égard rien perdu de sa vigueur. Alors, la maison, qu'est-ce qu'il décrit? Alors, cette citation est citée d'Architecture, malgré tout, éditée aux éditions Champs Libres, 1979, page 226. Voilà ce qu'il nous écrit, Loos. La maison doit plaire à tout le monde. C'est ce qui la distingue de l'œuvre d'art,
qui n'est obligé de plaire à personne. L'œuvre d'art est l'affaire privée de l'artiste. La maison n'est pas une affaire privée. L'œuvre d'art est mise au monde sans que personne en sente le besoin. La maison répond à un besoin. L'artiste n'est responsable envers personne. L'architecte est responsable envers tout le monde. L'œuvre d'art arrache les hommes à leur commodité. La maison ne sert qu'à la commodité. L'œuvre d'art est par essence révolutionnaire. La maison est conservatrice. L'œuvre d'art pense à l'avenir, la maison au présent. Nous aimons tous notre commodité. Nous détestons celui qui nous arrache à notre commodité et vient troubler notre bien-être. C'est pourquoi nous aimons la maison et détestons l'art. Mais alors, la maison ne serait-elle pas une œuvre d'art? L'architecture ne serait pas un art? Oui, c'est ainsi. Il n'y a qu'une faible partie du travail de l'architecte qui soit du domaine des beaux-arts, le tombeau et le monument commémoratif. Tout le reste, tout ce qui est utile, tout ce qui répond à un besoin, doit être retranché de l'art. Alors, vous voyez bien que donc, dans cette définition, finalement, Adolphe Loos s'oppose à ce que nous disait tout à l'heure Jean-Marie Pérouse de Monclos, hein, architecture, art de construire. Eh bien non, Loos dit non, ça n'a rien à voir avec l'art. Et d'ailleurs, il le démontre par cette citation assez longue. Alors, je continue sur ces définitions autour de l'architecture. Vous voyez, elles sont assez vastes et parfois même contradictoires. Alors, j'en prends une qui nous fait rebondir. L'architecture est une pensée de l'espace, sur l'espace architectural. Hein. Donc, c'est une définition donnée par Philippe Boudon, qui est architecte, urbaniste, enseignant-chercheur, théoricien français, né en 1941. Et donc, en essayant de définir ce qu'est l'architecture, nous abordons la notion d'espace architectural. Et que nous disent donc les auteurs non spécialisés sur le sujet? On va d'abord commencer par les non spécialistes. Alors, première définition de ce qu'est un espace, elle nous est offerte par Georges Didi Huberman, et qui est un philosophe et historien de l'art français, né en 1953, et elle est tirée d'un ouvrage qui s'appelle L'homme qui marchait dans la couleur, et aux éditions de Minuit, 2001. Il nous dit, pour représenter l'illimité, il faut le minimum d'une architecture, c'est-à-dire un art des arêtes, des cloisons et des bords. Voilà. Donc, il oppose quelque part l'illimité et ce qui le contient. Et pour contenir, il faut des cloisons, des arêtes et des bords. Alors, une autre définition, mais qui finalement complète ce que vient de nous dire Didi Huberman. Elle nous est offerte par Georges Perec, qui est un écrivain français, 1936-1982, et qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle Espèces d'espace aux éditions Galilée en 1974. Et il nous dit, l'espace, c'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute, l'obstacle, des briques, un angle, un point de fuite. Alors, vous voyez, quelque part, ces deux définitions se rejoignent, puisque Georges Perec cite le mot angle, hein, alors que Didi Huberman parlait, lui, d'arête, de bord, ce qui est en quelque sorte des synonymes. Et enfin, une très bonne définition de l'espace que je vous recommande, qui est proposée par Martin Heidegger, philosophe allemand, hein, 1889-1976, et qui écrit « L'espace, espace, signifie écarter, dégager, donner du champ libre, de l'ouverture. Dans la mesure où l'espace, espace, il libère le champ libre et, avec celui-là,
la possibilité des alentours, du proche et du lointain, des directions et des frontières, la possibilité des distances et des grandeurs. Voilà, donc une définition hein, où on nous dit espace signifie dégager, donner du champ libre, mesurer, grandeur, proche, lointain. Voilà des termes qui abordent la notion d'espace. Alors, donc on avait quelques ouvrages de non-spécialistes et on continue. Donc, on a d'autres ouvrages hein, qui abordent donc cette définition qui essaie d'aborder l'espace. Hein. Et auparavant, je reviens sur cette définition d'Heidegger. Hein, je voulais préciser qu'elle a été prononcée en 1964 dans le cadre d'une allocution abordant des remarques sur l'art, la sculpture, à l'occasion d'une inauguration d'une exposition. Et finalement, cette définition d'Heidegger, c'est une forme de tautologie productive. Alors, qu'est-ce qu'une tautologie? Je vous en donne un exemple pour que vous compreniez bien, un exemple d'ailleurs publicitaire, hein, qui dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est une forme de la palissade. On affirme une évidence, mais ça nous permet d'y voir plus clair. Et de fait, l'espace est la condition même de la perception distincte des choses qui sont espacées. Voilà, on voit, c'est une tautologie, hein, qui se révèle discernables, y compris les unes par rapport aux autres, dans leur relation et leur disposition. L'espace, donc, c'est ce qui donne du jeu, de la perspective, parce qu'il libère les choses de leur promiscuité initiale. Si tout était serré et condensé, eh bien, on ne verrait rien. Alors, d'autres ouvrages qui abordent l'espace, eh bien, Espèce d'espace, Georges Perec, j'en ai parlé, et puis Gaston Bachelard, qui, 1884-1962, philosophe français, et qui a... Cérine, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Merci. Qui a écrit un livre qui s'appelle La poétique de l'espace en 1957. Alors là aussi, c'est un ouvrage que je vous recommande. Alors, tout d'abord, Pérec, il aborde la notion de l'espace par le regard. Il nous dit quelque chose de vaguement rond, qui s'arrête très vite à gauche et à droite, et qui ne descend ni ne monte bien haut. L'espace, c'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute, l'obstacle, des briques, un angle, un point de fuite. L'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique. L'espace, ça a des bords, ça ne part pas dans tous les sens. Ça fait tout ce qu'il peut faire pour que les rails de chemin de fer se rencontrent avant l'infini. Voilà, donc Pérec aborde bien la définition de l'espace et essaie de le définir. Et par la suite, il va aborder l'espace par la mesure. Donc ça correspond également à ce que nous dit Heidegger, hein, puisque il nous dit Heidegger qu'on peut aborder l'espace par la grandeur et la taille, la dimension. Alors, Pérec aborde l'espace par la mesure, mesure de la position, mesure des dimensions et mesure de la perception. Alors, là, pour comprendre un peu ce que nous dit Pérec, je vous renvoie à cette peinture dans Tonello de Médecine, hein, peinture du XVe siècle, Saint Jérôme dans son cabinet de travail. Alors, que voyons-nous sur ce tableau? Eh bien, nous voyons un espace tout entier qui s'organise autour du meuble où est assis à l'étude le saint, le fameux Saint Jérôme. Et le meuble tout entier s'organise autour du livre.
Alors, on a autour une forme d'architecture assez froide de l'église, hein, avec des tonalités, vous voyez, sur le bleu, hein, tonalités plutôt froides, hein, qui s'opposent aux tonalités plutôt ocre et jaune et chaudes du meuble et de l'extérieur. Alors, cette église, on a aussi, elle est froide parce que le carrelage est nu, on a des piliers et finalement, on a une perspective et des verticales qui délimitent le lieu d'une foi. Elles ne sont plus là, en fait, cette perspective pour donner au meuble une échelle. Et finalement, le meuble définit un espace domestique, hein, contrairement aux piliers et contrairement au reste de l'église, que, eh bien, cette dimension domestique, eh bien, elle est habitée par les chats, les livres et Saint Jérôme. Alors le chat, vous le voyez peut-être sur l'estrade du meuble en bas à gauche, hein. Vous voyez que finalement, la domesticité, l'endroit plutôt agréable, est manifesté par ce meuble où se tient Saint Jérôme. Donc l'espace devient le lieu de l'hospitalité, le lieu dans le lieu, la boîte dans la boîte. L'espace, en quelque sorte, est défini dans un continuum spatial qui fuite partout, par les fenêtres en haut, par les perspectives latérales, etc., etc. Voilà ainsi comment Pérec aborde la question à la notion d'espace. Quant à Bachelard, lui, il aborde l'espace plutôt sous forme de dialectique, le grand et le petit, le dedans et le dehors, l'ouvert et le fermé, et finalement, cette forme de dialectique est très souvent convoquée en architecture. Vous en servez ou vous en êtes servi pour faire ou commencer à faire du projet. Et on aborde cette dialectique en parlant de contraste. Alors, Georges Gromor, 1870-1961, est un architecte enseignant à l'école des beaux-arts et théoricien, auteur notamment d'un essai sur la théorie de l'architecture en 1946, et donne ainsi la définition de ce qu'est un contraste. Il dit « L'importance du contraste se manifeste en architecture pratiquement en tout et partout, dans les masses, dans leur importance et leur forme, dans les hauteurs, dans les pleins et les vides des murs. » Alors, je vous mets à l'écran un exemple de contraste urbain. Vous voyez, alors c'est un exemple d'une photo aérienne prise à Paris. C'est la vue du Palais Royal. Donc, on est dans le premier arrondissement de Paris, hein. Vous avez le Palais du Louvre en contrebas. Et il ajoute donc Gromor en écho à Pérec, l'espace habité transcende l'espace géométrique. Hein. Ce qui résonne avec la formule de Philippe Boudon, architecte et professeur à Paris-La Villette, hein, spécialiste de l'espace architecturologique. Il dit « L'échelle est le lieu de la différence entre la géométrie et l'architecture ». Alors, vous voyez, Pierre Riboulet, sur cette image, aborde la question du contraste, et notamment, vous voyez que là, j'ai fait exprès de choisir comme exemple un contraste urbain, hein, et il nous dit du Palais Royal, c'est une cour calme par rapport au bruit de la ville. Donc là, vous voyez l'opposition, le contraste entre calme et bruyant. C'est aussi une masse construite par rapport à un large espace vide. Vous voyez ce grand espace vide et cette cour du Palais Royal et toute la masse construite autour, hein. Et ce sont encore les contrastes des masses végétales et des jardins par rapport aux ensembles construits. Donc, vous voyez là comment on opère en fait différentes strates de contraste pour mettre en valeur
ce vide urbain par rapport à la densité urbaine aux alentours. Alors, je reviens sur la notion d'espace, hein. Et c'est pour ça que je vous ai montré cette image, hein. Bachelard aborde la notion d'espace comme une façon de faire exister le vide. On en a là sous les yeux un très bon exemple. Et opposition entre vide de sens ou sens du vide. Vous voyez que là, il y a un jeu aussi sur l'esprit, hein, vide de sens ou sens du vide. Hein, selon que l'on met un mot avant l'autre, eh bien, le sens de la phrase est totalement différent. Et dans cette recherche de la connaissance et l'appréhension du vide comme espace architectural, eh bien, je vous renvoie aux travaux de Luigi Movretti, architecte théoricien italien, 1907-1973, qui, dans ses recherches, structure et séquence d'espace, portant sur une définition de la spatialité, a moulé le vide en plâtre, et notamment les nefs d'églises baroques. Voilà. Donc, il a inversé, en fait, il a fait d'un volume ce qui est un vide, et il a ainsi donné une forme tangible au vide, et il a interrogé cette forme et notamment son séquençage. Alors, je vous montre des images, voilà, de ces moules en plâtre réalisés par Luigi Moretti, moules en plâtre d'églises baroques où le vide nous apparaît sous la forme du moulage. Alors, Paolo Amaldi, professeur à l'école d'architecture à Versailles, aborde dans Architecture, profondeur, mouvement en 2011 la notion justement d'épaisseur du vide. Et cette notion d'épaisseur du vide est une référence évidente à la notion d'épaisseur de l'ombre qui est décrite par Tanizaki dans L'éloge de l'ombre, qui est un essai sur l'esthétique traditionnelle japonaise. Là aussi, c'est un ouvrage que je vous recommande. C'est-à-dire la profondeur qui est une composante importante de l'espace architectural. Alors là, on a une notion, bien sûr, vraiment importante. On a abordé le vide pour définir l'espace architectural et on aborde maintenant une autre notion qui est celle de la profondeur. Donc, nous avons vu que Georges Perec aborde la notion de mesure pour définir l'espace. Bachelard introduit la notion de vide. On a Amaldi qui aborde la notion de profondeur. Et pour aller plus loin, je citerai Jean-Marie Dutilleul, qui est un architecte et ingénieur français contemporain, né en 1952, et qui a été le responsable du premier atelier d'architecture de la SNCF, qui écrit dans un ouvrage de 2015, Espace et liturgie, la notion suivante. Il nous dit « L'espace est défini par la géométrie qui le structure, la forme qui lui donne sens, l'échelle qui l'ordonne aux hommes, les rythmes qui le conjuguent au temps, et enfin les matières qui révèlent la lumière. » Voilà une belle définition de l'espace que je vous recommande. Je répète, l'espace est défini par la géométrie qui le structure, la forme qui lui donne sens, l'échelle qui l'ordonne aux hommes, les rythmes qui le conjuguent au temps, et enfin les matières qui révèlent la lumière. Donc, pour en finir sur la thématique de l'espace traitée par les écrivains ou philosophes, je renvoie à la lecture de La dislocation, Benoît Goetz, qui est un philosophe et professeur à l'université de Metz, français, né en 1955. Et dans cet ouvrage, publié aux éditions Verdier en 2018, il écrit la phrase suivante. Un espace. Cette expression vaut aujourd'hui comme synonyme pour édifier, œuvre d'architecture. C'est vrai qu'on l'utilise à tout bout de champ. Hein. On parle d'espace en atelier de projet sans arrêt. Eh bien, cette expression, écrit-il, est devenue à ce point habituelle que l'on a oublié la donnée fondamentale qu'elle recouvre et qui est loin d'être triviale. L'architecture est ce par quoi est susceptible d'être modifiée,
L'architecture est l'art de singulariser l'espace. De l'espace, l'architecture fait événement. On appellera alors un espace l'intersection, l'intrication ou l'entrelac d'une physique, d'une politique et d'une pensée. Alors, c'est très important, parce que là, on a une autre forme de trilogie quelque part pour aborder la question d'espace. Et il parle bien d'une physique, donc il faut bien quelque chose de construit, un endroit palpable, d'une politique, donc une volonté, quelque part, un esprit sociétal, une société, et enfin une pensée, une volonté, hein, ce qui rejoint un petit peu la phrase de Kant hein, sur la pensée à propos de l'architecture. Alors, voilà, on a à l'écran là toutes les définitions que je viens de vous donner. Hein, et on peut aborder maintenant plus particulièrement la thématique de l'espace traitée par les architectes et théoriciens de l'architecture, en insistant sur un point essentiel, rappelé d'ailleurs par Benoît Goetz, que je viens de citer, l'affirmation selon laquelle l'architecture est une affaire d'espace est un énoncé moderne et il n'est pas universellement admis. Alors, vous voyez, hein, je vous parle d'espace comme si c'était évident, mais d'abord, et ça c'est très important, la notion d'espace est un énoncé moderne, je vais y revenir un peu plus longuement par la suite, et enfin, ce n'est pas universellement admis, donc vous voyez que c'est une notion assez complexe. Alors, je reviens encore et à nouveau à la conférence de Bernard Huet, prononcée à l'École d'architecture Paris-Belleville en 2001, et que j'ai déjà citée, et qui consacre l'apparition et l'importance du terme espace à travers le titre de l'ouvrage théorique de Siegfried Giedion, 1888-1968, théoricien de l'architecture suisse, et qui a publié en 1941 un ouvrage qui s'intitule Espace, temps, architecture. Vous voyez qu'il y a bien 1941, donc un ouvrage théorie architecturale qui s'appelle Espace, temps, architecture, et qui entérine la relation entre espace, le terme espace, et l'architecture. Bernard Huet considère que l'espace devient alors, avec le mouvement moderne, une nouvelle catégorie de l'architecture qui complète finalement la trilogie vitruvienne. Donc on aurait finalement non plus une trilogie, mais 4 éléments, non plus 3, mais 4 éléments. Et quant au temps, Huet nous dit il est évident que Giedion parle d'un temps qui est celui du mouvement, essentiellement d'un temps où la question de la cinétique est en jeu. Alors, nous y reviendrons à la suite de ce cours pour aborder la question du parcours et de la promenade architecturale. Mais vous voyez que là où il est question de temps, il est question de déplacement, de cinétique, de mouvement. Donc, vous voyez comment Huet, en fait, nous a dit d'abord que le mouvement moderne avait cassé la cohérence de la trilogie vitruvienne. Hein. Auparavant, ces 3 thématiques formaient un tout et on ne pouvait pas les séparer l'une de l'autre. Donc, Huet nous dit le mouvement moderne commence à mettre en avant certaines thématiques par rapport à d'autres. Hein. Et il nous dit aussi, eh bien, il y avait 3 thèmes qui abordaient la définition de l'architecture, et en voilà un 4e, inventé par la modernité, qui est la notion d'espace. Alors, Jacques Lucan, 1947, hein, architecte, historien, critique et professeur d'architecture français, rappelle dans un éditorial de la revue Matière, hein, une revue de l'école d'architecture en Suisse, hein, numéro 9, datant de 2009, est consacré à l'espace architectural, que le mot espace est d'un usage récent, fin du 19e siècle, aux significations complexes, on l'a bien vu, voire floues, notamment lorsqu'il est lié à la notion de déplacement, de durée et de temps. Vous voyez que ce sont des notions
à la fois dont on parle, mais dont on ne saisit pas complètement les contours. Et j'ai beau essayer, vous voyez, de les aborder par un certain nombre de définitions, on n'arrive pas à dire quelque chose d'extrêmement précis là-dessus. Vous voyez que ce sont des notions très larges, en quelque sorte. Hein. Et donc, Lucan oriente en conséquence à des définitions vers la lecture de dispositifs architecturaux pour lesquels l'espace est considéré comme un paramètre essentiel de description et de compréhension. Alors là aussi, nous y reviendrons et nous aborderons quelques phénomènes architecturaux abordant la notion d'espace dans le prolongement de ce cours. Il écrit « L'espace est devenu d'un usage courant lorsque la description d'un bâtiment ne peut se satisfaire de la seule connaissance et identification de pièces formées par 4 murs. » En quelque sorte, le terme semble apparaître finalement à la naissance du mouvement moderne quand il s'est agi de casser la boîte, de sortir en fait de la pièce fermée. Lucan, toujours lui, écrit dans son ouvrage Composition non composition, architecture et théorie, 19e et 20e siècle, sorti aux presses Polytechnique et Université Romande en 2009. À partir du moment où la distinction des pièces de la maison s'atténue au profit de ce qui sera nommé la fluidité ou l'interpénétration, le mot espace devient nécessaire à la description architecturale. Il le deviendrait d'autant plus que fluidité et interpénétration produisent des visions diagonales qui vont à l'encontre de la rectitude perspective des enfilades traditionnelles. Les angles mêmes des pièces étant maintenant très ouverts. Vous voyez, donc lui, Lucan, donc, précise que le mot espace est récent, fin 19e, début du 20e siècle, et il constate que ce terme apparaît au moment où on va un peu changer de paradigme dans la façon de construire l'architecture, notamment dans la façon de la cerner et de la cloisonner. Alors, Bruno Zevi, qui est un architecte historien de l'art, critique d'art, théoricien de l'architecture italien, 1918-2000, développe au milieu du XXe siècle l'idée que l'espace interne est l'essence de l'architecture. Vous voyez, lui, il met extrêmement d'importance à ce terme, hein, et il accorde à l'espace non seulement les 3 dimensions euclidiennes, donc je rappelle, hein, l'axe des X, des Y et des Z en mathématiques, mais aussi une 4e dimension temporelle de la révolution cubiste et d'autres encore relatives à l'usage, l'économie, etc. Il définit donc ainsi l'architecture. Elle n'est pas seulement un art, pas seulement l'image des heures passées vécues par nous et par des autres, c'est d'abord et surtout le cadre, la scène où se déroule notre vie. Alors ici, Zevi considère comme acquis que l'architecture est une pratique, un art. Donc, vous voyez, en quelque part, il s'oppose à la définition d'Adolphe Loos qu'on a étudiée précédemment, et il introduit 2 notions importantes, la temporalité de l'architecture, donc ce n'est pas le seul à introduire cette notion, hein. Vous avez vu que Jacques Lucan en parle, et le premier à en avoir parlé, c'est Gidion, hein, puisqu'il intitule son ouvrage de référence Espace, temps, architecture. Hein. Donc Zevi embraye là-dessus, en quelque part. Hein. Temporalité de l'architecture et son rapport au monde des objets dédiés à la vie humaine. Ça, c'est bien plus important. Zevi considère aussi que son apport essentiel est la fin de la conception du mur comme fermeture de l'espace intérieur. Donc là, vous voyez, on revient sur des notions qu'on a préalablement vues. Alors, vous voyez, Zevi donc, dit bien que
l'apport essentiel est la fin de la conception du mur comme fermeture de l'espace intérieur. Si on reprend la définition qu'en donnait Lucan, il dit « L'espace devient nécessaire à la description architecturale. Il le devient d'autant plus que fluidité et interpénétration produisent des visions diagonales qui vont à l'encontre de la rectitude perspective des enfilades traditionnelles, les angles eux-mêmes des pièces étant maintenant très ouverts. » Donc on a cette notion d'ouverture du plan, d'ouverture de la pièce, qui va avec la notion d'espace, de fluidité en quelque sorte. Et toutes ces notions, en fait, elles se retrouvent. Donc, je répète, on a la notion de l'espace qui est lié au temps. Et donc, espace qui est lié au temps, et le temps étant lié au déplacement. On a cette notion que l'espace est un terme qui apparaît dans le vocabulaire des architectes au moment où ils vont transformer leur façon de concevoir la pièce et en déplaçant la forme d'une pièce plutôt fermée et plutôt agencée en enfilade à des pièces aux angles ouverts et notamment qui travaillent non plus selon des axes longitudinaux ou transversaux, mais plutôt sur des axes empruntant les diagonales. Donc on a là une transformation finalement de l'architecture qui amène à aborder ou inventer cette notion, ce terme du mot espace. Et dans le fond, cette notion apparaît fin 19e, début du 20e siècle. Et dans toutes ces définitions, Bernard Huet va un peu plus loin, puisqu'il nous dit que le mot espace pourrait être, ou le terme espace, ou la notion d'espace, pourrait être une quatrième catégorie entrant dans la définition de ce qu'est l'architecture, au sens où la définit Vitruve, où, je vous le rappelle, on a une première partie qui concerne la firmitas, la solidité, une deuxième partie qui concerne la venustas, beauté ou esthétique, et une troisième partie qui concerne donc le solide, l'utile et le beau, et au solide, à l'utile et au beau, on ajoute une quatrième partie, une quatrième catégorie, qui pourrait être celle de la notion d'espace. Alors ça, bien sûr, c'est Bernard Huet qui propose cet ajout. Alors, je reviens à ce que nous dit Zévi. Il considère que l'apport essentiel est la fin de la conception du mur comme fermeture de l'espace intérieur. Et en cela, il rejoint Gidion qui souligne l'influence de l'architecte Wright sur le mouvement de Stihl. Alors, ça me permet d'introduire ce qu'est le mouvement de Stihl. Le mouvement de Stihl, c'est un mouvement pictural et architectural qui est surtout basé en Hollande, qui apparaît à la fin de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez par exemple sur la droite de cette image deux tableaux, l'un de Piet Mondrian, 1921, et l'autre de Theo van Doesburg, 1918. Donc, ce sont des tableaux qui appartiennent à ce mouvement de Stihl. Theo van Doesburg est un peintre et architecte, alors que Piet Mondrian, lui, est uniquement peintre. Theo van Doesburg va construire aussi une maison ou deux. Il va aussi construire du mobilier, et notamment pour ceux qui fréquentent l'école d'architecture de Toulouse, il existe posé en console au-dessus de l'entrée de la bibliothèque à l'école d'architecture une chaise
reproduite de la chaise originale de Theo van Doesburg. Je laisserai aux étudiants le soin de la remarquer la prochaine fois qu'ils passeront à cet endroit. Donc, on a une analogie entre, vous voyez, le plan de Ludwig Mies van der Rohe, hein, projet de la maison de campagne en briques, et une analogie en plan, hein, bien entendu, entre donc le dispositif des cloisons du plan de Ludwig Mies van der Rohe et les traits de couleur de Theo van Doesburg ou les aplats de couleur de Piet Mondrian. Et donc, cette analogie renvoie à une notion de modernité dans son rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez que, par exemple, sur le plan de Mies van der Rohe, il n'y a jamais de fermeture des pièces. Hein. Les angles ne sont jamais fermés. Hein. Il y a très peu d'arêtes. Et en général, le plus souvent, donc, l'angle est ouvert et permettant cette interpénétration entre l'intérieur et l'extérieur et introduisant quelque part ce besoin de définir une nouvelle catégorie de l'espace, ce que nous abordions précédemment. Alors, cette notion de modernité, donc je vous le disais, renvoie au rapport intérieur-extérieur. Hein, on le voit parfaitement là, comment l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, comment il n'y a jamais de fermeture entre l'intérieur et l'extérieur. Et à ce sujet, cela renvoie aussi à des formes, convexes ou concaves. Hein. Et je citerai Michel Ragon, historien français, critique d'architecture 1924, qui écrit dans Histoire de l'architecture et de l'urbanisme la formule suivante. C'est peut-être dans la masse interne que réside l'originalité profonde de l'architecture comme telle. En donnant une forme définie à cet espace creux, elle crée véritablement son espace propre. Si l'on veut bien y réfléchir, la merveille la plus singulière, c'est en quelque sorte d'avoir conçu et créé un envers de l'espace. Alors, je vous laisse réfléchir à cette proposition, je vais la répéter. Hein. C'est peut-être dans la masse interne que réside l'originalité profonde de l'architecture comme telle. En donnant une forme définie à cet espace creux, elle crée véritablement son espace propre. Si l'on veut bien y réfléchir, la merveille la plus singulière, c'est, en quelque sorte, d'avoir conçu et créé un envers de l'espace. Alors ça renvoie aussi à beaucoup de propositions en termes architectural où on considère que l'architecture, c'est l'intérieur et non pas la façade ou l'expression extérieure. Hein. Et là, je vous renvoie à un certain nombre de considérations faites par des architectes. Alors, cette notion d'espace, eh bien, elle va être aussi abordée en 1946 par Le Corbusier dans un article paru dans un numéro spécial de la revue d'architecture qui est consacré aux arts en général. Et Le Corbusier, lui, abordera la notion d'espace en la définissant comme une notion d'espace indicible. Alors, voilà, vous avez la page de garde où d'ailleurs figure la page de garde de la revue Architecture d'aujourd'hui. Alors, cette fameuse revue hein, que je vous ai citée aussi au premier cours et qui a été une revue bien sûr extrêmement importante, puisque je vous le disais, c'est la première revue créée d'architecture en France, qui édite toujours, même si elle a changé, qui est toujours éditée, même si elle a changé de contenu éditorial. Et c'est une revue qui a accompagné, bien sûr, le mouvement architectural en France, mais plus largement, d'ailleurs, dans le monde, en s'intéressant à l'architecture en général. Et donc, on a là un numéro hors série consacré aux arts. Hein, vous voyez la page de garde, hein, art, cette page de garde qui a été dessinée par Le Corbusier, avec un article très important qui s'appelle L'espace indicible, dont je vous ai juste mis la première page. Et
ce concept d'espace indicible vise à penser le sommet, quelque part, de l'expérience esthétique et spirituelle dont est passible l'architecture. Cela tant pour rendre compte de l'émotion plastique ressentie face au chef-d'œuvre du passé que pour décrire la qualité de l'expérience que l'architecte cherche à produire par ses propres œuvres. Donc on est là dans un rapport entre une expérience esthétique et spirituelle par la notion d'espace indicible. Alors, je reviens à Siegfried Giedion, que j'ai cité précédemment, et son ouvrage « Espace-temps architecture ». Donc, je rappelle, Siegfried Giedion est un historien critique de l'architecture, 1888-1968. Et donc, il aborde dans ce fameux livre « Espace-temps architecture », qui est un livre référence, là encore, je vous invite à le découvrir. Il aborde donc l'architecture moderne comme un évidement de la construction traditionnelle en maçonnerie. Donc là encore, ça rejoint quelque part la définition que donnait tout à l'heure Michel Ragon, puisqu'il nous dit que l'espace donne une forme définie à cet espace creux. L'architecture donne une forme définie à cet espace creux. Donc, Giedion, lui, nous dit qu'il conçoit l'architecture moderne comme un évidement de la construction traditionnelle en maçonnerie. Vous voyez que ce sont deux idées ou notions qui se rejoignent. Et pour lui, l'espace en tant que vide est le résultat d'un acte de soustraction de la matière. Et on peut rapprocher cela d'une phrase que nous donne Álvaro Siza, architecte portugais né en 1933 et prix Pritzker, et qui écrit « Je sculpte mes bâtiments au bord de l'excès et je reviens sans cesse au fonctionnalisme comme un garde-fou. » Vous voyez, lui, pareil, il considère qu'il travaille en soustrayant la matière, en sculptant les bâtiments. Alors, je reviens à Giedion. Il associe l'architecture moderne à sa faculté constructive de soustraction de consistance matérielle aux éléments porteurs. La pierre trouve son sens dans la compacité de la masse à délimiter les espaces. Le fer, puis le béton armé, en revanche, ouvre les espaces. Donc, vous voyez aussi qu'il y a lié à cette notion de sculpture du creux, du vide, une notion de construction liée à l'espace, puisqu'il nous dit on a la pierre qui donne de la compacité de la masse et qui permet de délimiter les espaces, mais il y a aussi le fer, puis le béton armé, qui ouvre les espaces, qui, par leur possibilité structurelle de grande portée, vont ouvrir ces fameux espaces. Donc, il y a dans la notion liée à l'espace une notion de construction. Et d'ailleurs, Louis Kahn, architecte américain, 1901-1964, 1901-1974, déclarait « L'architecture est la construction réfléchie d'espace ». Donc, construction, c'est-à-dire fabrication d'un environnement propre et son organisation. Réfléchi, on a là une notion de pensée et d'organisation par une construction mentale, et donc finalement une forme de prééminence de la pensée. Et enfin, espace, qui est une notion de vide qu'il s'agit de construire. Donc, vous voyez, Kahn liait ces trois notions, c'est-à-dire que pour lui, l'architecture joint la notion de vide, la notion de construction et la notion, bien sûr, de prééminence d'une pensée qui organise tout cela. Alors, bien sûr, certains théoriciens vont poser une conception plastique où on voit par exemple que Le Corbusier penche vers cette conception plastique de l'espace, à une conception plus constructive de l'espace, par exemple chez Louis Kahn.
tout cela est un débat, et un débat, bien sûr, où il ne s'agit pas de dire qui a raison ou qui a tort, mais où il s'agit de s'enrichir, bien sûr, des propositions de chacun, hein. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous propose un certain nombre de ces propositions pour vous dire à quel point la notion d'espace est riche, large, et qu'il ne s'agit pas de la limiter. Que tous ceux qui prétendent limiter ou cerner cette notion d'espace dans des frontières étroites ont tort. La notion d'espace est extrêmement large et elle permet d'ailleurs, comme l'architecture, d'embrasser un grand nombre de choses. Vous voyez à quel point on peut rejoindre ce que nous disait Ledoux lorsque j'introduisais ce cours la semaine dernière. Hein, je vous rappelle qu'il nous disait souvent, je divaguerai sur des matières qui paraissent n'avoir aucun rapport à l'architecture. Que dis-je? Est-il quelque chose qui lui soit étranger? Voilà pourquoi j'ai introduit ce cours par cette phrase de Ledoux. Il est très important de ne pas être borné lorsqu'on aborde des questions architecturales, de ne pas rentrer dans des polémiques de famille ou de genre. Non, l'architecture est extrêmement large, les notions architecturales sont extrêmement larges, et pour les aborder sérieusement, il faut toutes les connaître. Alors, si je reprends Gidion, qui est, comme vous l'aurez compris, un théoricien extrêmement important de l'architecture moderne et qui nous permet aussi de comprendre l'architecture contemporaine, eh bien, Gidion, dans son fameux ouvrage, introduit, outre la construction, deux autres notions essentielles, hein, qui sont, je le rappelle, celle du vide, comme on vient de le voir, et à travers ce vide, celle de la profondeur, de la transparence et du milieu, du lieu et de l'atmosphère, donc notion extrêmement importante. Et cette notion, eh bien, je peux la mettre en relation avec ce qu'écrit un architecte contemporain, Zumthor, qui nous dit « J'entre dans un bâtiment, je vois un espace, je perçois l'atmosphère et en une fraction de seconde, j'ai la sensation de ce qui est là. » Donc, vous voyez, Zumthor, lui, met en relation l'espace avec la notion d'atmosphère et finalement de milieu, de sensation. Et puis, une autre notion qui est introduite par Gidion, extrêmement importante, mais on a vu qu'il n'était pas le seul à introduire cette notion, c'est celle du temps, du déplacement, de la promenade architecturale qui est inventée par Le Corbusier. À ce sujet, d'ailleurs, Philip Johnson, qui est un architecte américain, il écrira en 1965 « L'architecture n'est pas la conception de l'espace, ni la disposition et l'organisation des volumes. » Alors voilà, on a là Philip Johnson, vous savez, c'est un architecte qui est assez polémique et qui va exister en s'opposant au maître. Hein. Et donc, bien sûr, en quelque sorte, il a, dans sa phrase d'ouverture, en nous disant l'architecture n'est pas la conception d'espace ni la disposition et l'organisation des volumes, eh bien, il vient contrer la définition de Le Corbusier, en quelque sorte. Hein. Et qu'est-ce que nous dit Johnson? Il nous dit ces éléments sont secondaires par rapport à son objet principal, qui est l'organisation de la procession. L'architecture existe uniquement dans le temps. Alors, vous voyez, Johnson, finalement, tout à fait en cohérence avec le mouvement moderne qu'il dénonce, eh bien, va hiérarchiser ou prioriser des catégories qui abordent la définition de l'architecture. Donc, lui dit, voilà, l'architecture existe uniquement dans le temps. Première catégorie, le temps. Catégorie essentielle, le temps. Et éventuellement, on peut parler d'espace, de disposition des volumes et éventuellement de lumière. Donc, ce qui est assez intéressant et amusant, et c'est pour ça qu'il faut absolument connaître toutes les définitions, connaître ce qui a été abordé en termes de théorie architecturale, ce qui permet finalement d'avoir un regard critique sur ce que nous dit Johnson. Johnson prétend s'affranchir des modernes, mais fait exactement comme eux, en priorisant une notion par rapport à une autre. Alors, pour
continuer sur cet essai de définition de ce que peut être l'architecture, eh bien, j'aime une définition reprise par Aldo Rossi, architecte enseignant italien, 1931-1997. Finalement, quelque part, il fait un résumé de tout ce qu'on s'est dit. Il dit « L'architecture, c'est les architectures ». Alors, Aldo Rossi a écrit une œuvre extrêmement importante qui s'appelle L'architecture de la ville, à propos de la ville, qui est un livre écrit en 1966 et traduit en français en 2001 et qui est un livre absolument indispensable lorsqu'on veut aborder la notion de ville. Alors, ceci illustre, excusez-moi, aussi l'intérêt que l'on doit porter aux architectures vernaculaires. Jusqu'à présent, je vous ai cité les grands architectes, etc. Mais il y a aussi cette architecture vernaculaire non savante et que l'on trouve, par exemple, et c'est un exemple, dans le contexte méditerranéen, mais bien évidemment aussi dans la tradition scandinave ou japonaise, etc. Alors, lorsqu'on observe dans cette architecture méditerranéenne la prégnance du cube dans les paysages bâtis, on se rend compte que les formes de la tradition de l'architecture populaire sont là et bien présentes. Et que l'architecture populaire ne s'oppose pas fondamentalement à l'architecture savante, que ces architectures nous émeuvent aussi et qu'elles peuvent au contraire nous renseigner si on sait les voir. Et notamment, la clé en l'occurrence, c'est bien de regarder, de savoir, de voir ce que l'on voit, d'apprendre à connaître. Exactement ce que je vous disais auparavant sur l'importance de connaître et savoir les traiter, pour se faire sa propre opinion, pour avoir un regard critique sur les choses. Alors, cette architecture, ce paysage, s'agit-il d'art ou de technique? On a bien vu que là, on avait des définitions ou des propositions sur est-ce que l'architecture est un art différentes. On l'a vu auparavant. En fait, il s'agit de savoir-faire pratique fondé sur l'empirisme, sur cette source de connaissances tirée de l'expérience. L'empirisme, c'est la source de connaissances de l'expérience. Donc, une connaissance empirique est une connaissance après coup, a posteriori. Une connaissance théorique, quant à elle, est a priori, avant de tenter l'expérience. Il est à noter d'ailleurs que les premiers manuels théoriques consistaient en partie à partager de l'expérience, c'est-à-dire qu'il fallait faire et il nous disait ce qu'il fallait faire et ce qu'il valait mieux éviter. Comme par exemple, on lit dans ces premiers manuels qu'il vaut mieux éviter, ça c'est pas évident, mais c'est écrit, il vaut mieux éviter de construire sur un sol instable, sur un sol inondable ou sur le lit d'une rivière, bien sûr. Eh bien, c'est écrit dans les manuels. La tradition est une notion souvent mal comprise. Alors aujourd'hui, le goût du gadget, de la consommation de la nouveauté pour elle-même, ajoute un aspect péjoratif à la notion de tradition, alors que c'est le lieu de tous les apprentissages. Tradere, c'est porter en avant la tradition selon l'étymologie. La tradition, donc, c'est avant tout la chaîne de toutes les novations successives. Finalement, la tradition, c'est la prise en compte de tout ce qui, des innovations apportées dans le champ de la construction et de la mise en œuvre, et qui ont marché, et qui ont réussi. Ce qui nous importe, donc, ce sont les logiques qui ont généré ces novations, plus que les valeurs symboliques acquises ou projetées au fil du temps. Ces formes vieilles ont été jeunes. Elles sont nées dans l'urgence, dans le travail analytique qui caractérise la production de type artisanal. Donc, voir ce que peut nous apporter la tradition, c'est donc déjà comprendre des relations causales. Les choses sont ainsi pour telle et telle raison. C'est aussi faire preuve d'humilité, car les questions qu'on aborde sont rarement neuves ou inédites. Beaucoup de gens y ont pensé avant nous. Finalement, on invente très peu de choses dans ce domaine. Je donne un exemple.
assez amusant. On découvre aujourd'hui tout l'intérêt du puits canadien. Le puits canadien, je vous le rappelle, c'est le principe, d'ailleurs qui s'appelle puits canadien en provençal, de faire circuler l'air neuf de ventilation dans un conduit enterré grâce à un ventilateur avant d'insuffler dans le bâtiment. En hiver, l'air se réchauffe au cours de son parcours souterrain et ainsi les besoins de chauffage liés au renouvellement d'air des locaux sont réduits et le maintien hors gel du bâtiment peut être assuré. Le puits, en hiver, est alors dit canadien. Et en été, l'air extérieur profite de la fraîcheur du sol pour se refroidir et arriver dans le bâtiment durant la journée à une température inférieure de la température extérieure. Le puits est alors dit provençal. Donc, on redécouvre cette tradition. Mais c'est surtout parce qu'on a tendance à oublier les apports des traditions au profit de toute une série de produits et technologies complexes et énergivores qui poussent à la consommation. Aujourd'hui, où on a besoin de faire des économies, eh bien, on redécouvre la tradition. La tradition, elle avait déjà pensé à tout cela. Et donc, on a besoin de comprendre le mode d'action d'architecture pour comprendre, par exemple, que les formes d'architecture populaire témoignent d'innovations successives, localisées, ont abouti à des lieux inouïs et qu'on a du mal à décrire, comme par exemple, je vous prends les fortifications de Boukhara en Ouzbékistan, qui sont un exemple incroyable de formes inventées traditionnellement avec des moyens extrêmement réduits. Et ces formes nous posent une autre question essentielle. Qu'est-ce que le vocabulaire de base de l'architecture? Quels en sont les éléments les plus petits, insécables ou indivisibles? S'agit-il du cube, du mur, du volume, du plan, du toit terrasse, de la voûte, de la cour, du patio, de la colonne, du poteau, de la pierre, de la brique? Bref, question qui, comme on le voit, mélange projet et construction. Car la tradition ne fait pas de différence là-dessus. Et la tradition, en cela, rejoint la trilogie vitruvienne qui assemble les trois catégories en un tout compact et complet. Quand on construit un type particulier, on est à la fois l'espace et la matière, le type spatial et le mode constructif. On est évidemment dans une connaissance empirique plus que théorique. Une connaissance qui nous permet de faire selon nos expériences, sans préconception. Alors, nous avons vu, notamment lors du cours la semaine dernière, que l'architecture n'a pas grand-chose à voir avec les styles, que ce soit les styles codifiés à l'imitation de l'antique, que l'on trouve dans les traités ou histoires d'architecture, ou encore les styles entendus comme la patte ou la manière propre à la subjectivité d'un auteur architecte. L'architecture est plus que cela. Elle englobe les styles, mais elle n'y est pas réductible. Elle ne s'attache pas seulement à la simple apparence, mais à la structure qui organise des espaces qualifiés et, comme je l'ai dit, organisés. On pourrait dire que les styles sont comme une sorte de langage et l'architecture est de l'ordre de la pensée incarnée dans la forme en amont du langage. C'est pour cela qu'il y a des qualités architecturales dans des constructions vernaculaires, comme on peut le voir à l'écran, liées aux traditions constructives locales, et beaucoup d'architectures savantes ou à la mode qui ont très peu d'intérêt. Vous voyez donc bien que l'architecture n'est pas forcément quelque chose lié au style, ni quelque chose lié à la préconception, ni à la théorie. Il existe, comme le dit ce célèbre ouvrage, sorti dans les années 60, des architectures sans architecte. Là, je vous renvoie à cet ouvrage aussi, Architecture sans architecte, qui a évidemment marqué toute une génération d'architectes. Alors,
Nous avons vu au cours de ces deux séances que la multiplicité des définitions de l'architecture, finalement, désigne la difficulté de formuler ce qui en constitue la spécificité. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à l'ouvrage coécrit par Benoît Goetz, Philippe Madec et Chris Younes, paru en 2009 aux éditions de la Villette, où les auteurs préfèrent aborder la notion d'indéfinition de l'architecture, plus précisément de la mise en variation de la somme indéfinie de ces variations multipliant les points de vue pour aborder une attitude perspective, chaque point de vue ayant sa part d'exactitude, car toujours, quoique toujours incomplet. Donc voilà, on a abordé extrêmement de notions, et ces notions ne permettent pas à elles seules de définir ou de complètement traiter ce qu'est l'architecture. Voilà ce qu'il faut retenir. Et finalement, on peut se poser la question de comment l'architecture nous apparaît-elle? Il nous apparaît qu'il y a de l'architecture, des phénomènes architecturaux, ici et là, dispersés dans des manifestations disparates. Il nous apparaît des phénomènes architecturaux. L'origine du mot phénomène est intéressante. Elle vient du terme grec phénoménon, qui se montre, qui vient à la lumière. Phénomène céleste. Le phénomène, c'est ce qui nous apparaît, qui atteint notre système de perception. C'est pour ça que je l'illustre par une peinture de Joseph Albers, qui est un peintre qui a abordé l'art optique et que nous réaborderons au cours des cours à venir. Donc, il nous apparaît un certain nombre de choses, des manifestations dispersées, et on va essayer de tirer sur les fils théoriques pour montrer que les constructions les plus banales ont des implications théoriques. La théorie, finalement, ça sert à lier ces phénomènes et à leur donner un sens. Alors, ce qui me permet d'aborder les thématiques que nous développerons au cours des prochaines séances, thématiques non exhaustives, mais qui s'intéresseront aux phénomènes suivants, notamment l'invention de la perspective, la notion de fenêtre et l'apparition du cadre, la notion de profondeur, la notion de limite et de seuil, la notion de transparence, la notion de géométrie et de proportion, la notion de partition et de circulation, la notion de promenade architecturale, etc., etc. C'est ainsi que j'achève donc ce deuxième cours et essaie d'aborder ce qu'est la théorie du projet à travers aussi la définition de l'architecture, mais aussi la notion de projet et la notion d'espace. Il est 10h moins 5 et donc je me propose maintenant de revenir sur quelques éléments si vous le souhaitez. Vous pouvez me poser quelques questions avant la fin du cours. C'est à vous. Bien, il semble donc qu'il n'y ait pas de remarques. Alors, ça me permet donc de réinsister sur le fait que vous pouvez trouver sur Moodle pour les étudiants de l'École d'architecture de Toulouse et pour les étudiants à Hanoï, j'ai transmis à votre secrétariat les éléments graphiques de cette présentation ainsi que de la présentation précédente. J'ai aussi transmis donc ce texte que je vous invite à découvrir et à lire de Vittorio Gregotti et qui s'appelle Architecture du traité. Alors en fait, il s'agit d'une lettre écrite à Luigi Snozzi et ce qui est terrible en fait, c'est que ces deux architectes, que ce soit Vittorio Gregotti ou bien Luigi Snozzi, sont morts récemment et tous les deux étaient assez âgés et sont morts du Covid. Donc on a là une forme de coïncidence tragique, mais en même temps passionnante et intéressante parce que à travers leurs pensées, eh bien, ils continuent d'exister. Et donc, je vous invite à vous intéresser à d'abord
ce grand architecte italien qui était Vittorio Gregotti, et qui a écrit en fait un livre qui s'intitule 17 lettres sur l'architecture. Et donc, je vous invite à lire la première lettre, écrite à l'attention de Luigi Snozzi, qui est un architecte suisse, lui, du Tessin, hein, donc de la partie italienne de la Suisse, et qui est aussi un architecte extrêmement passionnant, du point de vue, bien sûr, de son architecture, mais aussi de sa pensée théorique, tout comme Vittorio Gregotti. Eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à ce cours. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que nous n'aurons pas cours la semaine prochaine, mais la semaine d'après, puisque la semaine prochaine, il y a une semaine de vacances à l'école d'architecture de Toulouse. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir à tous. Excusez-moi, Oui? j'ai une question, désolée. Bah, Oui, vous pouvez appeler, tout à l'heure vous avez dit le mouvement de Still, un truc comme ça? oui, alors le mouvement de Still, je vais revenir. Je vais revenir. Ça s'écrit Voilà. comment? Alors, Parce que je l'ai pas tout trouvé. à fait. Alors, je reviens. Pour ne pas faire de faute d'orthographe, je vais reprendre mes notes, les raisons. Alors, de Still, ça s'écrit D-E, plus loin. Alors, on a DE plus loin, S-T-I-J-L. Voilà. Donc, c'est un mouvement artistique, comme je le disais, qui a une base en Hollande et qui est apparu à la fin de la Première Guerre mondiale et qui réunissait des peintres, des sculpteurs et des architectes. Les deux artistes les plus connus du mouvement de Still sont ceux qui sont à l'écran, Theo van Doesburg et Piet Mondrian. D'autres questions? Oui, j'en ai une autre. Je me souviens, j'avais pas trop compris la notion de partition. Pardon? J'avais pas trop compris la notion de partition que vous avez évoquée au cours dernier. La notion de partition, c'est une notion d'assemblage de pièces fermées, hein. En fait, elle renvoie à ce que on abordait, enfin, à cette notion d'ouverture de l'angle qui a amené en fait à définir aussi, ou ce qui pourrait avoir amené à définir ou inventer le terme d'espace pour traiter, disons, d'un nouveau paradigme architectural. On le voit finalement sur le plan là de Ludwig Mies van der Rohe, hein, pour ce projet de maison de campagne en briques. Vous voyez que dans la succession de lieux ou d'espaces, c'est très difficile d'appeler ça une pièce parce que justement, quasiment tous les angles sont ouverts, hein. Et cette notion d'assemblage est très différente de la notion plus classique où on partitionnait un ensemble, par exemple un carré, en 3, 4, 5, 6 pièces fermées, hein. Et on passait d'une pièce fermée à une autre pièce fermée, d'où aussi la notion d'enfilade, hein. C'est plus clair? Oui, merci. Bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vais mettre fin à cette session et je vous dis donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.